BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom. Je parle pas trop fort parce qu'à côté se tient une conférence de rédaction dans un média. Lequel, vous allez me dire? Eh bien, LinkedIn. Et oui, car la plateforme aux milliards d'utilisateurs dans le monde tient des informations et vous les livre sur votre page directement. Nous sommes dans leurs locaux, dans le 8e arrondissement de la capitale. On est entre l'Opéra Garnier et l'Arc de Triomphe. On en parle avec la directrice générale de LinkedIn Actualité, Sandrine Chauvin nous rejoint. Bonjour Sandrine Chauvin. Bonjour Sofiane. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Business. Alors d'abord, essayez de nous aider à trancher un débat. On dit LinkedIn, comment on prononce? C'est la grande question. Il y a même une vidéo pour tout vous dire sur ce sujet-là. Donc il y a LinkedIn, etc. Si je le fais vraiment en anglais avec l'accent américain, c'est LinkedIn. Waouh, bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Disons LinkedIn pour le moment, qui a donc passé le milliard de membres dans le monde. Et la France, dans tout ça, ça représente quoi le poids de l'Hexagone dans l'univers, l'écosystème de LinkedIn? Alors LinkedIn en France, c'est 30 millions de membres et on couvre 80% de la population active. On est représenté aujourd'hui dans toutes les régions et ça se développe très très vite. Tu l'as dit, on est devenu le média B2B le plus grand au monde avec 1 milliard de membres à l'international et 30 millions en France. Ça fait donc beaucoup par rapport à la population, mais est-ce que malgré tout, on peut essayer de deviner un profil type du membre actif sur LinkedIn en France? Si on devait dresser le starter pack de l'utilisateur français, ce serait quoi? Le jeune entrepreneur cool parisien? Alors, on a les jeunes entrepreneurs cool parisiens, mais on a aussi beaucoup de diversité. On a tous les profils, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui croient aussi qu'on est le réseau des cadres, et ce n'est pas du tout le cas. Je peux prendre un exemple d'un plombier à Montpellier, qui a fait la une d'ailleurs, notamment dans les journaux type La Provence, etc., puisqu'il partageait ses conseils pour comment trouver des clients, comment arriver chez les clients quand on travaille chez les clients, etc. C'est pour te donner un exemple qu'on a vraiment tous les métiers, tous les types de professions et tous les niveaux sur LinkedIn aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas juste une plateforme de recrutement, c'est aussi un réseau social qui est censé mettre du lien entre les gens? Tout à fait. Alors, je peux revenir un petit peu sur l'histoire de LinkedIn et ce qui a fait les fondements de LinkedIn. En fait, il y a 3 grands piliers. Le premier pilier, tu l'as dit, c'est de trouver un emploi. Donc ça, c'est la fonctionnalité que tout le monde connaît. Le deuxième, c'est évidemment de développer son réseau, se connecter, etc. Et on sait combien le réseau est important, notamment pour trouver un emploi. Et le troisième, c'est de s'informer. Et c'est un pilier qui a toujours existé. Et c'est pour ça qu'on a aussi développé un fil d'actualité où les gens peuvent s'informer sur l'actualité de leur secteur, sur l'actualité de leur réseau, etc., etc. Mais alors comment ça fonctionne justement? Quel type de contenu est-ce qu'on peut trouver si on paramètre bien notre LinkedIn? Alors, tu peux trouver tous les contenus. Il y a les contenus qui sont en lien avec ton réseau, avec ce que les personnes partagent. Ça peut être leur actualité dans leur carrière. Ça peut être aussi le partage de connaissances sur leur domaine d'expertise. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément développé et sur lesquels on a investi ces dernières années. Et le deuxième chose, évidemment, c'est de trouver tout ce qui est en dehors de ton réseau. Et c'est là que l'équipe éditoriale que moi j'anime, avec la rédaction de LinkedIn Actualité, on intervient. C'est-à-dire de faire en sorte de sortir de ta bulle et ton écosystème pour te dire cette information, elle peut être importante dans ton écosystème ou dans le métier que tu exerces. Mais alors comment ça se passe? C'est comme dans un média traditionnel, il y a des confs de rédaction pour traiter des sujets qui vont apparaître dans mon fil d'actualité? Alors, on a une rédaction. Déjà, on a une page LinkedIn Actualité. C'est la page média la plus suivie en France. C'est 3 millions de followers, donc d'abonnés sur la page. Donc, on a quand même une certaine force de frappe, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, on a une équipe de 10 journalistes et community managers. Et effectivement, tous les jours, on a une conférence de rédaction pour savoir quelle actualité on va couvrir, comment et qu'est-ce qu'on va partager avec les membres. Et notre mission tous les jours, on a des produits éditoriaux, un qui s'appelle le Récap Actu et le soir, on a un produit éditorial qui s'appelle En Bref, qu'on retrouve sur la page LinkedIn Actualité, que vous recevez aussi dans vos notifications tous les jours, soit en push, soit par la petite cloche sur l'appli. Et ensuite, on a des contenus très ciblés. Par exemple, on a une newsletter dans la grande distribution où il y a plus de 500 000 abonnés, où tous les jours, on a une journaliste, une ancienne journaliste du Parisien, qui nous a rejoints et qui développe et qui travaille sur les actualités spécifiques à ce secteur et qui, du coup, envoie les actualités et les connaissances partagées dans ce secteur à cette cible-là en particulier. Alors comment LinkedIn se différencie d'autres plateformes de recrutement? On pense par exemple à Welcome to the Jungle ou à TikTok for Business. C'est cet aspect information en plus qui est délivré aux membres? On a un vrai aspect
au-delà de s'informer, il y a un vrai aspect partage de connaissances et apprendre. D'ailleurs, on a aussi une plateforme qui s'appelle LinkedIn Learning, où il y a des cours en e-learning où on peut approfondir des connaissances. Gratuitement? Alors, il y a des cours qui sont accessibles gratuitement, et si on est membre premium, on a accès à toute la librairie de cours sur LinkedIn Learning. Donc du coup, on a un vrai différenciateur, et surtout, on est aussi un média que moi j'aime bien appeler conversationnel, c'est-à-dire que sur une connaissance, les gens peuvent enrichir, commenter et commencer à créer une communauté autour d'une connaissance en particulier. Alors c'est intéressant ces deux mots, médias et communauté. La meilleure illustration, c'est peut-être Arthur, l'animateur de TF1, qui a rejoint la plateforme il y a maintenant 2 mois, avec quasiment 100 000 abonnés déjà, et une communication qui casse un peu les codes, en tout cas qu'on n'avait pas forcément vu avant sur LinkedIn. Pourquoi ça cartonne? Alors ça cartonne parce qu'il a pris un peu... déjà, il y a la façon de communiquer d'Arthur, mais il parle d'un sujet sur lesquels il ne parle pas sur les autres réseaux sociaux, ou même sur lesquels il n'a jamais parlé. Par exemple, il y a un post où il raconte comment, au tout début de sa carrière, il s'est fait recaler par toutes les grandes radios, et pourtant, il est devenu Arthur. Voilà. Là, il nous a fait un post cette semaine aussi sur le fait de comment ça fonctionne, la production d'émissions de télé. C'est un écosystème et un univers que personne ne connaît. Donc voilà, donc il raconte sa vie finalement d'entrepreneur, puisqu'au-delà d'être un animateur télé et un animateur radio très connu, c'est aussi un très grand entrepreneur français. Alors pourquoi ces formats storytelling, confessions intimes cartonnent tant sur votre plateforme? Parce que je pense qu'au-delà des partages de connaissances, il y a une recherche d'authenticité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est 9 patrons du SBF 120 sur 10 qui sont présents sur la plateforme. Et ils viennent parce qu'ils viennent incarner leur entreprise. Au-delà du message un peu corporate, un peu lissé des entreprises, ils viennent partager avec authenticité ce qu'ils sont, les valeurs qu'ils représentent. Et je pense qu'on vit dans une société où il y a besoin que les entreprises soient incarnées. Donc Arthur en est un exemple, mais on a des entreprises comme... le PDG des Mousquetaires, par exemple, qui partage régulièrement. On a le PDG de la Maïf qui partage ses engagements et pourquoi c'est important pour lui en tant que personne. Et du coup, ça donne vraiment une image incarnée de l'entreprise. Et c'est important aujourd'hui que ce soit incarné autant que possible. Authenticité, mais ça reste quand même de la communication. Donc cette authenticité, elle est quand même très contrôlée parce que le message, c'est quand même de pouvoir délivrer et de vendre son entreprise. Dans le cas d'Arthur, vous disiez, il sait faire caler, mais il a réussi. Est-ce que malgré tout, le fait de raconter sa vie comme ça sur LinkedIn, ça n'entretient pas le mythe du self-made man, celui qui s'est fait tout seul, comme Arthur qui dit qu'il s'est fait refuser de partout avant d'avoir enfin réussi par lui-même? Alors c'est le cas sûrement d'Arthur, mais il y a plein d'exemples où c'est pas le cas, où les dirigeants d'entreprise se confessent. Je pense au patron de la marque DDP, par exemple, qui explique que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas un long fleuve tranquille, que des fois il a été lâché, comment il a su rebondir, etc., etc. On a récemment aussi le patron de Caporal, par exemple, sur la marque qui a fermé, qui s'est exprimé sur voilà, la fin de cette marque emblématique qui était française. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui, la liquidation judiciaire. Donc voilà, il n'y a pas que des parcours idylliques. Il ne faut pas croire. C'est vraiment un partage d'expérience et un partage de connaissances. Et parfois, il y a aussi des personnes qui vont dans des sujets qui sont très, très niches. Je pense à l'expert de la grande distribution, Olivier Dauvert, par exemple, qui partage des analyses sur le secteur, sur les tendances sur le secteur. Et on a plein de personnes comme ça qui aussi sont très focus sur leur domaine d'expertise pour partager leurs connaissances au-delà de leur aventure et de leur carrière personnelle. Alors ces membres, ils le font à travers des posts écrits, mais aussi à travers des vidéos de plus en plus. Est-ce qu'on peut imaginer demain un programme de rémunération pour ces créateurs, un peu comme ce que fait YouTube ou TikTok ? Alors aujourd'hui, il y a un format vidéo que vous retrouvez dans le fil d'actualité. C'est des vidéos qui sont verticales et c'est une expérience immersive, c'est-à-dire qui sont adaptées pour des sujets qui sont censés vous intéresser. Ça, c'est le premier point. Les vidéos durent moins de 2 minutes, 2-3 minutes. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération des créateurs de contenu, ils se rémunèrent de plusieurs façons sur LinkedIn et c'est un peu spécifique à LinkedIn. C'est-à-dire qu'on est un réseau qui connecte les membres et les professionnels à des opportunités économiques. Donc, on sait par exemple, qu'il y a des personnes qui ont accès à participer à des conférences, qui développent le réseau. Par exemple, on a une experte en coach emploi qui s'appelle Chloé Ngassa, qui a été contactée par Vuibert et qui a fait un livre sur le premier emploi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, en fait, ils développent aussi leur activité professionnelle et leur entreprise via LinkedIn.
Mais il y a Et d'autres ensuite, solutions, parce que j'imagine que ce n'est pas un livre qui va ramener beaucoup d'argent quand même aujourd'hui. bien sûr, mais il y a plein de façons, en fait, de se connecter à des opportunités. C'est important. Par exemple, je peux raconter l'histoire de Justine Hutto, Respire, sur les produits cosmétiques, qui a été contactée par Dominique Schelcher, qui est Top Voice chez nous avec le petit badge bleu, qui est le patron de Système U, et qui a été distribué chez Monoprix. Et du coup, ça a vraiment lancé la marque. C'est pour dire que ça a quand même un impact économique important, notamment en termes d'entrepreneuriat pour les créateurs de contenu, pour se faire connaître, développer leur audience, développer leur entreprise. Et ensuite, bien sûr, on investit de plus en plus sur la façon dont ils peuvent monétiser leur audience sur LinkedIn avec tout l'écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une top voice peut gagner sa vie grâce au système de rémunération sur LinkedIn ou pas? Alors aujourd'hui, gagner sa vie, développer son entreprise certainement, gagner sa vie directement avec une forme de rémunération directe sur LinkedIn, non. Mais encore une fois, on investit pour s'assurer que les créateurs de contenu peuvent valoriser leur audience de plus en plus. Ce ton décalé, de plus en plus propre à LinkedIn, est-ce qu'il influence le temps passé sur la plateforme et si oui, de quelle manière? Parce qu'on imagine que c'est l'économie de l'attention. Plus les membres passent du temps sur votre plateforme, plus finalement ça permet d'engranger des revenus publicitaires. Alors oui, bien sûr, c'est une entreprise aussi qui vit sur des revenus publicitaires, mais il n'y a pas que ça, hein. On vend aussi des logiciels de recrutement, on vend des logiciels pour les forces commerciales. C'est aussi ça, tout l'écosystème de LinkedIn, et on vend aussi du LinkedIn Learning. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut apporter de la valeur ajoutée. Comme tu le disais, on est dans une économie de l'attention où on est très dispersé, où finalement on a peu de temps. Donc il faut s'assurer qu'on apporte cette valeur ajoutée, qu'on apporte quelque chose. On a fait une étude récemment justement pour vérifier comment on apportait cette valeur ajoutée, notamment sur la valeur ajoutée s'informer sur LinkedIn. Et ce que nous ont dit les professionnels, c'est qu'il y en a 1 sur 2 qui pensent que se former ne suffit plus. Il faut aussi s'informer parce qu'on est dans un marché du travail qui s'accélère avec des mutations, une macroéconomie qui est quand même un peu chaotique. Donc, il faut vraiment rester informé au-delà de s'informer. Et ce qui était intéressant et moi qui a retenu mon attention sur le temps passé, on sait qu'il y a 40% de ces professionnels qui nous ont dit qu'ils réservent au moins 1 heure par semaine pour justement s'informer au-delà de se former à leurs nouveaux outils et aux nouvelles compétences dont ils ont besoin. Quand vous voyez des vidéos et vous vous dites ça m'apprend rien ou ça c'est ridicule, comment on fait le tri? Alors justement, on a énormément investi dans le fil d'actualité pour s'assurer que l'algorithme vous offre la meilleure expérience, la plus adaptée selon votre profil, selon les études que vous avez faites, selon vos compétences. On a quand même des données sur LinkedIn qui sont uniques en termes de réseau social. La deuxième partie, c'est que les membres, on leur a donné la possibilité d'ajuster leur fil d'actualité. Donc, ils peuvent signaler qu'il y a des contenus qui ne les intéressent plus et ils ne les verront plus. Pour justement que le temps passé, ils soient constructifs et qu'ils leur apportent quelque chose dans leur vie professionnelle. Et ensuite, il y a une autre spécificité LinkedIn, c'est qu'on est un réseau professionnel. Donc, tous les contenus sont quand même orientés sur l'économie, la vie professionnelle, le marché du travail, etc. Et du coup, il y a quand même une valeur ajoutée immédiate sur les personnes qui soit cherchent un emploi, soit cherchent à développer leur carrière, soit sont juste en veille dans leur métier pour savoir les transformations qui sont en cours. Malgré tout, cette diversification des formats et des contenus, est-ce qu'elle ne risque pas de vous transformer en média social comme les autres, avec ses influenceurs, ses bad buzz et ses polémiques? Alors, les influenceurs, on a plusieurs programmes que mon équipe accompagne d'ailleurs. Et on a quand même un processus de sélection pour s'assurer que les personnes partagent des connaissances. Je vais prendre l'exemple du programme Top Voice. Donc, c'est des personnes qui ont de petits badges bleus sur leur profil. Ce programme Top Voice, il est basé, sur la qualité des contenus. Si les personnes ne partagent pas soit de l'actualité économique ou en lien avec leur entreprise, etc., soit des connaissances, ils n'ont pas le badge. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une récurrence des contenus. Il faut qu'ils publient de façon régulière. S'ils font ça une fois tous les 3 mois, ils n'auront pas le badge. Et ensuite, il y a une notion de notoriété, où là, évidemment, c'est un jugement éditorial qui s'applique pour savoir s'ils font référence dans leur secteur et sur leur thématique. Donc ça, c'est un programme d'accompagnement qui est important puisque ce sont un peu les têtes d'affiche, si je peux les appeler comme ça, sur leur secteur en particulier et les capitaines de leur industrie. Et si oui, est-ce qu'on peut perdre son badge une fois qu'on l'a obtenu? Oui, régulièrement, on retire le badge à des gens qui ne remplissent plus ces critères. Alors, on s'est basé sur un jugement éditorial, mais aussi sur ce que nous disent les données LinkedIn. S'il n'y a pas d'engagement, pas de régularité, pas de qualité sur les connaissances, on retire le badge. Ça, c'est le premier point. Et on a un deuxième programme d'accompagnement. En interne, on les appelle les Managed Voices. Donc, en gros, ce sont des experts sur leur thématique
qu'on accompagne. Je parlais de Chloé Ngassa, par exemple, sur le premier emploi. On a Olivier Daubert sur la grande distribution. On a Jean-Marc Jancovici sur le développement durable. On accompagne plein d'experts comme ça sur des thématiques très particulières pour s'assurer qu'ils partagent le contenu qui va bien, qu'ils ont la récurrence dans le partage de leur contenu et ensuite s'assurer qu'ils touchent l'audience pertinente. C'est ça qui est important pour nous, c'est pas le volume, c'est vraiment s'assurer qu'il y a le bon contenu qui arrive au bon moment, aux bonnes personnes sur la plateforme. Donc on a tous ces programmes d'accompagnement qui sont assez sélectifs et qui nous permettent justement de capitaliser sur les connaissances et les expertises de ces personnes-là. Est-ce que le risque, c'est pas que tous ces contenus, finalement, tous ces posts se ressemblent avec l'IA et le développement, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'emojis en début de phrase et puis du gras, c'est-à-dire une façon uniformisée de poster? Alors, je pense que l'IA est un outil intéressant et il ne faut pas en avoir peur pour créer du contenu. D'ailleurs, chez LinkedIn, par exemple, on a développé quelque chose qui s'appelle le LinkedIn Coach. L'idée, c'est d'aider les recruteurs à rédiger les offres d'emploi parce que finalement, c'est un travail assez rébarbatif, assez répétitif, etc. Donc, ils ont un premier brouillon. Mais ce premier brouillon, même pour une offre d'emploi, c'est quelque chose qu'il faut adapter parce que dans une offre d'emploi, on a envie de savoir quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et ça se sent dans la façon dont le texte est rédigé. Je prends cet exemple sur les offres d'emploi parce que sur les postes, c'est la même chose. Sur la façon dont le contenu est généré, c'est la même chose. On peut très bien utiliser l'intelligence artificielle pour faire un premier brouillon, mais je pense que les gens ne sont pas naïfs. Encore une fois, ils ont besoin d'authenticité, surtout dans un monde qui est quand même en pleine turbulence, en digitalisation accélérée. Je pense que la personne qui arrivera à montrer l'humain qui est derrière une expertise, les convictions personnelles et les valeurs qu'on défend seront encore plus importantes. Et ça a besoin d'être authentique en fait. Et c'est ce que nous on recommande et c'est ce qu'on encourage chez tous les chefs d'entreprise qu'on accompagne ou les experts qu'on accompagne. Oui, mais ça veut dire que ça, vous le laissez à l'appréciation des utilisateurs finalement de partager ce contenu ou pas. Vous, est-ce que vos algorithmes détectent l'IA et vont faire en sorte de moins uniformiser la page de posts qu'on peut voir? Ce qu'on valorise nous, c'est les conversations. Encore une fois, on est un média conversationnel. Et ce que je sais et ce que je constate, c'est que les gens n'interagissent pas quand c'est un contenu qui est froid, généré par une IA en général. Donc, du coup, pour alimenter cette conversation, et d'ailleurs, vous me demandiez sur le programme Top Voice, on valorise le fait d'interagir dans les commentaires. Un Top Voice qui n'interagit pas dans les commentaires, il aura un scoring un peu moins important sur la base de nos datas. Voilà, donc c'est quand même intéressant de le savoir parce que du coup, de rentrer en conversation, ce n'est pas une IA qui peut le faire, c'est vraiment un humain qui doit être derrière. Est-ce que vous comptez proposer vos propres outils d'écriture assistés pour rédiger des posts? Alors, ce qu'on a lancé récemment, on avait lancé les articles collaboratifs sur la base de milliers de compétences. Et on avait généré des articles sur la base de ces compétences pour avoir les compétences de base sur, par exemple, développer un plan média pour toucher la presse. Mais l'objectif, encore une fois, c'était pas tant le résultat de l'article. Ce qui était valorisé chez nous, c'était vraiment les commentaires et les analyses des experts, des contributeurs sur ce domaine d'expertise pour dire voilà comment moi je le fais, voilà ce que j'ai appris quand je le fais. Et du coup, ça alimente le partage de connaissances. Autre façon de prouver son identité, c'est aussi l'offre LinkedIn Premium qui est fixée à un peu plus de 50 € par mois hors promotion. C'est pas donné quand même. Est-ce que vous savez quelle est la proportion de gens qui payent et à quels services ils ont droit? Alors, sur les services sur lesquels ils ont droit, d'abord, il y a accès, par exemple, à la messagerie en illimité, ce qu'on appelle, nous, en interne, les in-mails, avec le jeu de mots sur LinkedIn, bien entendu. Ça ne vous aura pas échappé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de développer son réseau et ça permet surtout de le valoriser. Vous me demandiez comment les créateurs valorisent. Très souvent, ils sont contactés par les in-mails de la messagerie interne pour développer des opportunités économiques et se connecter à son réseau. Ça, c'est le premier point. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'il y a une offre avec un accès illimité au cours LinkedIn Learning et on a en français plus de 2000 cours qui sont disponibles. Ça va d'utiliser Copilot, par exemple, on parlait de l'IA, à développer son tableau Excel ou à des leçons de leadership des plus grands leaders internationaux. Donc on a toute cette offre qui est disponible et ça, c'est accessible aux membres premium. Et ça vaut 50 € par mois?
Bah, C'est une somme. Certes, certes, mais c'est quelque chose qu'on développe et on développe toujours plus de services. Donc, je pense que c'est intéressant d'y investir. Sur le groupe, vous appartenez à Microsoft, l'un des fameux GAFAM américains. Est-ce que vous avez stoppé, vous, en interne, la politique liée à la diversité en France ? Alors non, on n'a pas stoppé les politiques de diversité. C'est dans les valeurs de l'entreprise. Tous nos programmes internes continuent comme ils l'étaient avant, et tant mieux. Et aussi, on est très actif sur la diversité des profils. Par exemple, nous, dans les programmes d'accompagnement, en tout cas moi, en tant que directrice de la rédaction, je m'assure que dans les Top Voice, on ait la parité. Donc on fait toujours attention d'avoir la parité au moins homme-femme et évidemment de la diversité raciale, et d'origine et de type de métier aussi. Et j'imagine, politique, c'est quand même ce qui clive aujourd'hui, y compris dans les postes, et qui peut faire réagir et monter des polémiques quand même. Alors, on n'a pas vocation à encourager les contenus politiques. Après, on a des contenus sur la politique économique. Et c'est important quand même pour les professionnels de savoir comment les entreprises vont être taxées, comment va évoluer l'assurance chômage. Voilà, c'est des C'est différent de actualités pour ou contre Trump quand même. Mais voilà, on n'est pas dans une démarche pour ou contre les droits de douane. C'est pas pour ou contre Trump. De toute façon, quand ça arrive, on est sur un réseau professionnel. Encore une fois, la communauté en général se mobilise, signale les postes, réagit dans les commentaires pour dire que ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Donc, c'est un peu voué à l'échec. Et par ailleurs, c'est pas quelque chose qui est valorisé par l'algorithme, puisque, encore une fois, on a investi dans l'algorithme et on continue tout le temps à investir pour tout le temps l'améliorer, pour valoriser le partage de connaissances. Une petite dernière question, peut-être un peu plus perso. Tu étais journaliste dans des médias d'information avant de rejoindre LinkedIn il y a 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens pleinement journaliste chez LinkedIn ? Alors, je me sens pleinement journaliste. Parce que, encore une fois, on a la page média la plus suivie en France avec 3 millions de followers. Si je compte toutes les pages à l'international, donc moi, je gère de l'Australie jusqu'au Mexique en passant par le Royaume-Uni et l'Allemagne. Voilà, c'est des millions de followers qu'on touche chaque jour. Chaque jour, mes équipes, moi, envoient des notifications et des contenus à valeur ajoutée sur la base d'un jugement journalistique à 600 millions de personnes. Voilà. Donc, et comme tu le disais, on a des conférences de rédaction tous les jours et on accompagne les créateurs de contenu qui sont un peu, comme moi je les vois, un peu comme les pages tribunes dans un magazine. On n'accompagnera pas tout le monde, on valorisera pas les contenus de tout le monde et on a ce jugement éditorial qui permet d'enrichir l'algorithme, d'apporter une valeur ajoutée à tous les systèmes d'IA qu'on a mis en place pour valoriser la connaissance. Patronne de médias, donc d'une certaine manière. Merci. Patronne d'un média conversationnel, encore une fois, et d'un nouveau média, peut-être le plus grand média B2B au monde. Merci Sandrine Chauvin et merci d'avoir écouté cette conversation d'Hebdocom. À bientôt pour un nouveau numéro. Hebdocom sur BFM Business.